Très bien, donc aujourd'hui le webinaire, le sujet unique, hein, l'évolution des RCP en Pays de la Loire. Alors, vous savez, pour ceux qui participent à nos webinaires, qu'on essaye généralement de faire intervenir quelqu'un de l'extérieur, peut-être de l'INCa, ou puis quelqu'un de la région, professionnel. Là, on s'est concentré, parce que le sujet est quand même très pratico-pratique, un peu technique, et on voulait vraiment essayer de le faire le plus pédagogique possible. Donc, on va faire un show OncoPL. Donc, c'est nous qui allons parler tout le temps. Donc, je vais vous présenter quelques notions de contexte, de définition. J'ai essayé aussi de vous préparer des exemples pratiques. Alors, vous ne m'en voudrez pas, c'est parfois des exemples qui ne sont peut-être pas de la réalité, de votre réalité de tous les jours, mais bon, ils ont le mérite d'être assez caricaturaux, et j'espère que ça pourra vous aider. On aura l'intervention de Mélodie Aigle-Lemonnier, qui est assistante à OncoPL et qui vous présentera la partie vraiment processus de déclaration des RCP. Mathilde Camponne, notre chef de projet DCC, vous dira quelques mots sur l'évolution du DCC qui va être en lien avec cette évolution des RCP. Et Delphine Lozeille, notre chef de projet RCP, terminera avec les outils pratiques qu'on a préparés pour vous aider à la bonne pratique des RCP. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et à lever la main pour que de temps en temps on puisse vous demander des questions. On est entre nous, hein, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi ce diaporama? Pourquoi cette présentation? Eh bien, tout est une affaire de contexte que vous connaissez bien évidemment. Je voudrais juste préciser que nous avons avec nous dans la salle M. Malidin, qui est à l'ARS, représentant de l'ARS sur la partie autorisation, donc qui est présent dans la salle, voilà, qui vous salue. Et si jamais il y a des questions... Alors, le sujet aujourd'hui, on est bien d'accord, hein, ce n'est pas les autorisations, parce qu'il nous aurait fallu beaucoup plus de temps. Là, on va vraiment se concentrer sur les RCP. Ceci dit, on est quand même dans le contexte de la réforme des autorisations. Donc, depuis 2022, sont sortis des décrets sur la réforme des conditions d'implantation et des conditions de fonctionnement des établissements autorisés au traitement du cancer. Et une instruction aussi DGOS de 2022, donc ça date un petit peu. Mais tout le travail qui a été mené par l'ARS auprès des établissements de la région pour déclencher ces autorisations, il s'est fait durant l'année qui vient de s'écouler, enfin les 2 années qui viennent de s'écouler. Et les publications officielles ont été faites aux établissements, je crois, fin octobre, début novembre. C'est pour ça qu'on est dans la séquence, hein, c'est lié, tout est lié, l'évolution des RCP est liée avec cette évolution des autorisations. Deuxième contexte important, c'est le référentiel de l'INCa. Donc l'INCa a publié en décembre 2023 un nouveau référentiel métier sur les RCP. Donc vous pourrez me dire, oui, il est sorti en décembre 2023, on est en décembre 2025, qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 ans? En vrai, on souhaitait attendre, bien entendu, la publication des autorisations, puisque vous allez le voir, tout est en rapport. Donc, c'est évident que c'est un contexte global. Et enfin, troisième point de contexte, le projet régional qui s'appelle RCP-Val, auquel certains d'entre vous dans la salle ont participé, et on vous en remercie, qui est une étude menée par OncoPL sur l'évaluation de l'organisation de nos RCP. Et là aussi, le projet RCP-Val nous a permis de construire des outils qui vous sont présentés en fin de réunion. Et tout est lié. Donc, l'idée, c'était de ne pas vous faire plusieurs séquences là-dessus, mais en une seule fois, de faire évoluer les RCP dans ce contexte. Alors, puisque je vous parle du contexte des autorisations que vous connaissez certainement, ça me semblait quand même utile de vous remettre cette petite diapositive, qui est cette notion très nouvelle de la réforme des autorisations, qui est liée à la gradation des soins. Alors, pour vous tous, hein, vous le savez, dans tous nos établissements MCO de prise en charge du cancer, depuis le premier plan cancer, il y a un système d'autorisation. Donc, les établissements sont autorisés à traiter les patients atteints de cancer, soit en chirurgie, soit en radiothérapie, soit en chimiothérapie, plus largement même en TMSC, traitement médico-systémique du cancer. Donc ça, c'est depuis le premier plan cancer. Et puis, depuis quelques années, il y a eu un gros travail de réflexion qui a été mené par l'INCa, en lien avec des sociétés savantes et avec les fédérations hospitalières, sur la mise en place d'une gradation des soins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, gradation des soins? Eh bien, on ne dit pas simplement qu'on est autorisé en chirurgie pour l'urologie, ou en chirurgie digestive, ou en chirurgie thoracique. On va avoir une gradation A et B. On va dire, faire simple,
A, c'est tout ce qui est standard, et B, c'est tout ce qui est complexe. C'est ça la nouveauté par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant, les établissements pouvaient être autorisés pour la chirurgie urologique ou pour la chirurgie digestive, et il n'y avait pas cette notion de A et B. Elle n'existait pas dans les textes, mais elle était, comment dire, informelle. On savait dans certains établissements qu'on n'avait pas les capacités, les compétences ou les acteurs pour faire une chirurgie complexe. Et donc, on allait adresser des patients de ce type de pathologie à un établissement qu'on appelait, entre guillemets, de recours. Vous voyez où je veux en venir. En fait, la gradation des soins, elle formalise quelque chose qui se faisait quasiment naturellement, ou du moins qui avait besoin d'être formalisé. Donc, vous avez 3 mentions dans la gradation des soins. Mention A, pour tout ce qui est standard, on le retrouve en chirurgie, mais on le retrouve aussi pour les TMSC, qui sont des chimiothérapies hors chimiothérapie intensive. Tout ce qui est mention B, là, on va retenir la notion de complexité pour la chirurgie, mais aussi pour la chimiothérapie, où on la retrouve des chimios intensives qui peuvent entraîner une aplasie prévisible de plus de 8 jours. Et enfin, la particularité, c'est les mentions C aussi. La mention C, en chirurgie, c'est tout ce qui est chirurgie oncologique de l'enfant et de l'ado de moins de 18 ans. Et les TMSC, pareil, pour l'ado et l'enfant de moins de 18 ans. On ne parle pas de radiothérapie parce que pour le moment, les autorisations ne concernent que, enfin en tout cas, la réforme des autorisations ne concerne que la chir et la chimie. Petite précision, puisqu'on va beaucoup parler de chirurgie cet après-midi, on parlera un peu d'hémato, mais on va beaucoup parler de chirurgie. Petite précision pour la mention B, vous voyez qu'elle ne touche que certains organes de la chirurgie. En mention A, on a tout ce qui est dige, thorax, ORL, urogynéco, mammaire et indifférencié. En mention B, on retrouve tout, sauf la chirurgie mammaire et la chirurgie indifférenciée. Donc déjà, première chose, il n'y a pas de mention B pour la chirurgie du sein. D'accord ? Chirurgie du sein, on est dans un établissement grade A. Ça, c'est important d'avoir ça en tête parce que vous allez voir que tout ce qu'on va dire sur les RCP, ça va découler aussi de ça. Le référentiel, je vous ai mis la couverture ici, vous l'avez certainement tous déjà regardé avec attention. N'hésitez pas à aller le piocher sur le site OncoPL et il est aussi bien sûr sur le site de l'INCa. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est évidemment en lien avec ce référentiel, mais surtout en appropriation de ce qui se passe en Pays de la Loire. Puisque quand c'est dans un référentiel national, il y a des choses qui sont bien sûr évidentes, mais nous, on a un historique dans notre région, une façon de fonctionner, et on ne souhaitait pas tout détricoter de choses qui fonctionnent très bien. Et on voulait par contre être dans les clous par rapport à ce référentiel et ses autorisations. Alors pour démarrer évidemment en beauté, la priorité c'est de vous rappeler quand même, si besoin est, quelques définitions. Alors qu'est-ce que la RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire? C'est un temps formalisé d'échanges pluridisciplinaires qui associe des professionnels dont les compétences sont indispensables pour rendre un avis éclairé sur une proposition thérapeutique initiale ou une proposition de visite d'extension diagnostique, sur un changement significatif d'orientation thérapeutique et sur un arrêt des thérapeutiques spécifiques du cancer. C'est important de le rappeler parce que souvent, la RCP, on la fait en début de prise en charge, mais on ne représente pas toujours les patients, les dossiers des patients à différents moments. Alors, c'est vrai que concrètement, ce n'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de patients, il n'y a pas toujours beaucoup de temps. Mais en tout cas, sachez que c'est tout à fait possible de présenter un patient en RCP d'organes pour discuter un arrêt thérapeutique ou un changement d'orientation thérapeutique. Chose importante aussi, les RCP, elles sont régulières. Elles doivent se réunir au moins une fois par semaine. Ça, c'est le référentiel INCa qui le dit. Alors, on va déjà commencer à faire un petit pas de côté parce qu'on le sait, nous, dans la région, il y a beaucoup de RCP qui sont tous les 15 jours. L'idée a été encore une fois d'être en accord avec vos pratiques, avec votre organisation et avec le nombre de dossiers que vous traitez. Et si c'est compatible, il n'y a pas de difficulté à avoir des RCP tous les 15 jours, si bien entendu, vos RCP sont capables, au cas où, de se réunir en urgence lors de la semaine creuse. Voilà, c'est une façon élégante de dire que vous pouvez continuer à avoir des RCP toutes les 2 semaines, mais vous devez quand même pouvoir, si besoin était, justifier en disant si on devait se réunir en urgence, on pourrait le faire. Ça, c'est la chose importante pour les RCP. Une autre chose aussi qui n'est pas sur cette diapo, mais qui est évidente pour tout le monde,
c'est que tous les cas de patients atteints de cancer doivent être présentés à la RCP. Quand on dit tous, c'est tous, c'est-à-dire même un patient pour lequel il n'y aura pas de traitement actif du cancer, c'est-à-dire ni chirurgie, ni chimiothérapie, ni radiothérapie, qui aura peut-être une simple surveillance ou bien juste un traitement, ou un traitement d'emblée palliatif, il doit passer en RCP. Donc ça, on en reparlera plus tard. Sur cette diapo, par contre, on insiste sur ce que n'est pas une RCP. Parce que depuis quelques années, et ça c'est le propre aussi de l'intérêt de ces réunions, c'est que ça fait maintenant plus de 20 ans que les RCP existent en cancérologie, et elles ont vraiment, elles fonctionnent bien, et elles fonctionnent partout en France, et on a envie de pouvoir continuer sur ce modèle-là et de créer des RCP, entre guillemets, pour tout. Nous, depuis longtemps, en Pays de la Loire, on a créé de ce qu'on a appelé des RCP transverses. Transverses par opposition à par organe. Les RCP, elles ont une entrée par organe, RCP d'urologie, RCP de scénologie, RCP de gynéco. Et par opposition, on a des RCP transverses ou des staffs, qui vont être une RCP soins de support, une RCP oncologie générale, une RCP douleur. Ça, selon le référentiel de l'INCa, ça ne doit pas s'appeler RCP. RCP, le terme RCP, il faut le garder pour la première partie de la définition. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qu'on avait appelé RCP transverse, ça va devenir des staffs. Ça a toujours raison d'exister. Ça a toujours raison d'être dans l'annuaire d'OncoPL et elles y seront toujours. Ça a aussi la raison d'être dans le DCC et ça y sera toujours. La seule chose, c'est que ça va s'appeler staff pour ne pas créer d'ambiguïté. Et l'intérêt de ces staffs, c'est que ce sont des réunions qui vont être préalables ou consécutives à la RCP, la vraie RCP, et qui vont permettre d'affiner des diagnostics, de préciser des thérapeutiques. Un exemple, nous, dans la région, on a pas mal de RCP d'organes classiques, avec le quorum des chirurgiens, des oncologues, des radiothérapeutes, et des radiologues, et des anapathes, etc., qui vont staffer un certain nombre de dossiers assez importants et qui vont décider des séquences thérapeutiques. Chimio, chirurgie, radiothérapie, ou pas de chimio, pas de chirurgie, radiothérapie, bref. Et qui vont peut-être même aller jusqu'au protocole. Mais parfois, il y a tellement de dossiers que souvent, c'est dans un second temps qu'il va y avoir une discussion dans un staff oncologique où on va affiner le diagnostic, ou pardon, affiner la thérapeutique du cancer. On va dire, tiens, ce patient-là, on va plutôt lui proposer tel ou tel protocole. Donc ça aussi, ça continue, mais on va appeler ça des staffs. Donc vous verrez que les RCP transverses, qui prêtaient parfois à confusion à cause du nom, vont devenir des staffs. Pareil, j'en profite pour évoquer ce sujet. Alors, je ne pense pas qu'on est aujourd'hui dans la salle des médecins généralistes, mais dans certains endroits, des médecins généralistes demandent à assister au RCP. Ils ont le droit, un médecin traitant a tout à fait le droit d'assister au RCP. Après, concrètement, c'est très peu pratique l'organisation, puisque pour ceux qui participent, enfin, qui font des RCP autour de cette table, vous le savez bien, il y a, je ne sais pas, 50, 60 dossiers à staffer, de patients différents, comme tous les médecins traitants différents. Si vous êtes en visioconférence, les dossiers, ça va aller assez vite, surtout si c'est des présentations simples. D'inviter le médecin généraliste, c'est quand même assez compliqué. Donc, le médecin généraliste, il faut aussi qu'il se rende compte que la RCP, ce n'est pas ce qu'il imagine forcément. Ce n'est pas le staff pluriprofessionnel dans lequel on va discuter du cas médico-social du patient. Ça, ce sont d'autres réunions qui peuvent exister. Donc, c'est vraiment important de pouvoir aussi avoir cet argumentaire. Maintenant, si un médecin traitant veut participer à des RCP, il a tout à fait le droit, mais après, il ne faut pas se créer des complications pour l'inviter au moment et à la bonne heure. Il suffit de lui dire, la RCP gynéco, elle a lieu de 18h à 20h, vous vous connectez si vous le souhaitez, on staffera sûrement votre dossier de votre patient durant le créneau de 2 heures, mais on ne peut pas lui dire que ce sera à 20h02 ou à 20h04. Donc ça, c'est très important parce que ça va changer un peu notre annuaire de RCP. En tout cas, c'était important de vous rappeler les définitions. Alors, ce que je vais vous présenter cet après-midi, c'est les nouveautés par rapport à ces RCP, et notamment la nouvelle typologie des RCP qui est donc amenée par rapport au référentiel de l'INCa et à la gradation des soins dans la réforme des autorisations. Du coup, j'en profiterai pour faire un focus sur les quorums renforcés, puisque qui dit nouvelle typologie de RCP dit aussi quorum renforcé. Et enfin, on parlera de l'existence de conventions de RCP. Alors, je m'arrête 2 secondes et demie si jamais il y avait une question, mais je ne vois rien dans le chat et je ne vois pas de main levée. Donc, je continue. Alors, ça, c'est la grosse nouveauté. Nouvelle typologie de RCP. Jusqu'aux autorisations A, B, C, on avait des RCP, point barre.
Donc, nous, chez nous, on avait les RCP qu'on appelait RCP d'organes, les RCP transverses, et puis, parfois, on avait des staffs, parfois, on avait des RCP qu'on appelait RCP de recours régional, sans trop savoir ce qu'on y mettait derrière, si ce n'est qu'elles étaient régionales et que tout professionnel pouvait y avoir recours. Mais finalement, le référentiel de l'INCa et les autorisations nous ont donc indiqué qu'il y avait finalement une nouvelle typologie d'RCP à respecter. Donc sur cette diapo, vous avez les grands types, les nouveaux grands types de RCP. Tout d'abord, les RCP standards. Ben ça ne change pas. Ce sont les RCP par organe, les RCP d'urologie, la digestive, la gynéco, la sein, etc. On va dire qu'elles sont standards parce qu'elles peuvent être faites par tout établissement autorisé à ce type de prise en charge et qui a au moins la mention A, donc le stade standard. Par opposition au RCP de recours de chirurgie complexe. Et ça, c'est nouveau. RCP recours chirurgical complexe, eh bien, on va devoir staffer dans ces RCP des cas de patients qui doivent être opérés pour des chirurgies dites complexes. Et donc, dans ces RCP de recours, on va staffer des dossiers de chirurgie multiviscérale, multidisciplinaire, de récidive de tumeurs malignes, de chirurgie oncologique en zone irradiée, ainsi que des chirurgies pour certains organes qui sont d'emblée indiqués comme complexes, c'est-à-dire l'ovaire, l'estomac, le foie, le pancréas, le rectum et l'œsophage. Et évidemment, ça va mieux en le disant, mais c'est naturel, dans les quorums, on en reparlera tout à l'heure, de ces RCP de recours chirurgical complexe, il nous faudra des chirurgiens qui appartiennent à des établissements ayant la mention B. Troisième famille de RCP, les RCP cancers rares. Ça existait déjà, mais là, ça a été renforcé. Les RCP cancers rares, elles sont des RCP qui se font dans le cadre d'établissements qui sont des établissements membres des 17 réseaux nationaux de référence pour cancers rares de l'adulte, labellisés par l'INCa. Donc, ne pourront porter des RCP cancers rares que des établissements de notre région qui sont eux-mêmes membres de ces réseaux nationaux de tumeurs rares. Je vous donne un exemple après. Quatrième type de RCP, ce sont les RCP PI, RCP pédiatrique interrégional. Alors là, il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, donc ça c'est assez facile, si ce n'est l'acronyme, parce qu'avant on disait RCP de pédiatrie. Là maintenant, on va dire RCP PI pour pédiatrique interrégionale, pour notifier ce fait que ces RCP de pédiatrie, elles sont interrégionales, elles sont portées par les organisations interrégionales de pédiatrie, les OIR. Et pour notre région, à nous, c'est le réseau GOS, l'OIR-GOS, Grand Ouest Cancer de l'Enfant, qui rassemble les régions Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Normandie et Bretagne. Donc, ça ne change pas. Et enfin, dernière subtilité, et là, je vous demande un effort de concentration intense, ce sont les RCP compétences rares. Alors, les RCP compétences rares, ce sont ce que nous, on appelait des RCP transverses avant, mais qu'on va passer en RCP compétences rares. Et comme son nom l'indique, ce ne sont pas des cas complexes ou des cas rares, ce sont des compétences rares, donc des professionnels rares. Pour le moment, en Pays de la Loire, nous, on a décidé d'y inscrire les biologies moléculaires et les oncogénétiques. On verra plus tard s'il y en a d'autres. Et pour le moment, on va se concentrer sur celle-ci. Pour résumer sur cette diapo, vous allez avoir des RCP avec une voie d'entrée par organe, qu'elle soit standard, recours chirurgical complexe ou cancer rare, on y entre par organe, alors que pour les deux autres, RCP pédiatrique, RCP compétences rares, la voie d'entrée, c'est une population spécifique qui est l'enfant, ou bien une compétence professionnelle. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Alors là, je vous ai mis sur cette diapo les 17 réseaux nationaux de cancer rare labellisés INCa. Donc ça, c'est l'INCa qui les labellise. Ils ont tous des noms que vous... Alors certains d'entre vous en connaissent certains. Là, j'ai fait exprès d'entourer RENAP, qui est le réseau tumeurs rares du Péritoine, qui est un réseau national avec des centres experts en France. Et en Pays de la Loire, le centre expert RENAP, c'est l'ICO. Donc ça veut dire que seul l'ICO dans notre région peut porter la RCP tumeurs rares du Péritoine. D'accord? Pareil, alors j'ai un autre exemple ici, TMRO-TMRG, qui est le réseau national des tumeurs rares malignes de l'ovaire et autres tumeurs malignes rares gynéco. En Pays de la Loire, les deux établissements qui sont membres, centre expert de ce réseau national porté par l'INCa, c'est l'hôpital privé du Confluent et l'ICO. Donc il n'y a que ces deux établissements qui pourront porter cette RCP.
Ça sera important tout à l'heure quand on parlera de l'annuaire. Alors aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, on a 104 RCP reconnus par OncoPL. Je vous rappelle que les missions du réseau régional, donc OPL, c'est de labelliser les RCP et les staffs. Alors labelliser, c'est un grand mot, c'est juste dire qu'on les reconnaît, qu'on peut les ranger dans l'annuaire régional, que vous les retrouvez dans le DCC et que nous, on vous rend un rapport d'activité sur ces RCP chaque année. Donc vous avez 104 RCP. Actuellement, dans l'annuaire, on retrouve 74 RCP d'organes et d'hématos, sans mention A et B, puisque jusqu'à aujourd'hui, c'était standard, classique. On a 9 RCP que nous appelions par défaut recours régional, dans lequel on retrouve nos RCP cancer rare, mais aussi la RCP gynéco lourde de l'ICO. Et ça, c'est des choses qui vont évoluer. 2 RCP de pédiatrie et 19 RCP transverses. Donc l'évolution, c'est que dans ces RCP d'organes et RCP de recours, eh bien, on va les reclasser en RCP standard, RCP de recours chirurgical complexe, RCP cancer rare. Nos RCP pédiatriques, elles vont rester RCP PI, donc ça, il n'y a pas de problème. Et nos RCP transverses, on va les distinguer entre staff et RCP compétences rares. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, dans les RCP transverses, on avait les 2 RCP de biologie moléculaire de la région. Ces 2 RCP de biologie moléculaire qu'on appelait RCP transverses, en fait, demain, dans le nouvel annuaire, vous les retrouvez comme RCP compétences rares. En soi, ça ne change pas grand-chose, c'est juste que vous sachiez où les retrouver. Dans l'annuaire, ce sera bien précisé dans le DCC aussi. Tout ce qu'on fait là, c'est pour se mettre en accord effectivement avec le référentiel et que ce soit le plus simple possible pour vous. Alors, une fois qu'on a parlé des définitions, on va parler maintenant des nouveaux quorums. Qui dit RCP renforcé dit quorum renforcé. Donc là, à gauche de cette diapo, vous avez le quorum obligatoire pour les RCP standards. Pas de gros changements, il faut toujours 3 spécialités différentes concernées par l'organe. Donc ça, on avait ça déjà dans les RCP d'aujourd'hui, avec toujours un chirurgien, un radiothérapeute et un oncologue médical ou spécialiste d'organes compétent en cancérologie. Ça, c'est la base. Alors, j'ai mis hors hémato parce qu'évidemment, en hémato, il n'y a pas de chirurgien. C'est des hématos, mais il n'y a pas de chirurgien particulièrement. Donc, ça, c'est le quorum de 3 spécialistes attendus pour une RP standard. En recommandé, vous le voyez ici, radiologue, anapathe, médecin nucléaire, ça dépend évidemment des organes. Ce qui va être nouveau, c'est ce que vous avez sur la droite de la diapositive, ce sont les quorums renforcés. Les quorums renforcés, on va les retrouver pour les RCP de recours. Et c'est là que je refais le lien avec la diapo de tout à l'heure sur la RCP de recours chirurgical complexe. Eh bien, vous voyez qu'on retrouve les 3 spécialistes, le chirurgien, le radiothérapeute, l'oncologue médical ou spécialiste d'organes compétent en cancérologie. Mais, petit astérisque ici, le chirurgien de l'organe, ça doit être un chirurgien qui est issu d'un établissement de la mention B concerné. Donc, sous-entendu, c'est un peu logique, si on fait une RCP de recours chirurgical complexe, ça veut dire que l'établissement a la mention B, donc les chirurgiens qui sont dans cet établissement peuvent participer à ce quorum. Mais vous voyez qu'en plus, il va falloir, en fonction des organes, un radiologue et ou un anapathe. Donc ça va être la particularité des RCP de recours, et c'est pour ça que ça va être important quand vous allez déclarer les nouvelles RCP, puisque quand on y viendra tout à l'heure sur la déclaration des nouvelles RCP, quand vous allez déclarer des RCP de recours chirurgical complexe, il va falloir que vous teniez compte, bien sûr, d'avoir la mention B, ça c'est la base, mais aussi de disposer de ces spécialistes que sont les radiologues et les anapathes. Alors voilà, par organe, ce que ça donne. Donc ici, les hématos. Donc là, les hématos, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de chirurgien. Mais par contre, pour les autres spécialités, pour les mentions donc complexes, vous avez à chaque fois le chir, le radiothérapeute et l'oncologue. Et j'ai rajouté la petite étoile ici pour vous dire que le chirurgien, il doit être membre d'un établissement mention B. Et puis en rouge, vous avez ici les anapathes et les radiologues nécessaires. Et vous voyez que ce n'est pas pour tous les organes. Pour le DIGE, il faudra effectivement un anapathe et un radiologue. Pour le thorax, un anapathe et un radiologue. Pour l'ORL, un spécialiste en imagerie. Bon, ça, c'est les subtilités du référentiel incarne. En uro, un radiologue. Et en gynéco, un radiologue et un anapathe. Donc ça, c'est important pour vous qui allez déclarer les nouvelles RCP,
de tenir compte de ça et de savoir comment ça va être possible. Alors tout de suite, j'embraye sur quelque chose qu'on va évoquer longuement après. Ce que je viens de vous dire là, c'est que vous allez avoir la possibilité de créer des RCP de recours quand c'est nécessaire. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de les dissocier de la RCP standard. Vous pouvez très bien les faire en même temps. On pourra avoir des RCP mixtes, standard et recours, à condition d'avoir le quorum du recours. Qui peut le plus, peut le moins. On vous autorise à faire des RCP mixtes, mais évidemment, il faut avoir le quorum maximum pour que ça puisse embarquer les dossiers en cours. Alors, j'ai déjà prévu de vous faire quelques petits exemples pratiques pour voir si ça vous parle le plus. N'hésitez pas à mettre dans le chat hein, si vous êtes perdu, si ça ne vous semble pas clair. Alors, les quorums, je pense que ce n'est pas une surprise parce qu'on les avait publiés sur le site OncoPL déjà depuis un moment. Et puis, je pense que vous aviez dû déjà regarder ça via vos sociétés savantes. Mais voilà, là, vous avez toute l'information en un seul diapo. Alors, voilà le circuit d'une présentation en RCP. Ça, c'est le référentiel 1K qui traduit ça comme ça, en se disant, quand j'ai un patient à inscrire en RCP, je dois me poser les questions dans ce sens-là. Est-ce que ce patient présente un cancer rare au titre des 17 réseaux dont je parlais tout à l'heure, des 17 réseaux de tumeurs? Est-ce que c'est un patient de moins de 18 ans? Est-ce que c'est un patient qui nécessite une chirurgie complexe? Et à chaque fois, je pose la question du oui ou du non, et en fonction, je l'adresse à la bonne RCP. Alors, petits exercices pratiques. J'ai pris quelques cas lambda, vous allez voir, ça va aller assez vite, et on va essayer de les décortiquer ensemble. On va commencer par le cancer du sein. Cancer du sein, on va supposer que ce n'est pas un cancer rare. C'est un cancer du sein, on va dire, classique. Le mot n'est pas bien choisi, mais ce n'est pas un cancer rare. Donc, la réponse est non. Je vais donc continuer à me poser la question. Est-ce que ce patient a moins de 18 ans? Non, ce patient, dans le cas présent, n'a pas moins de 18 ans. Est-ce que ce patient, je vais l'envoyer sur une RCP de recours chirurgie complexe? Eh bien non, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mention B en chirurgie du sein. Le sein, c'est du standard. Donc de toute façon, RCP sein classique, il n'y a pas de RCP de recours chirurgical complexe pour le sein. Donc cancer du sein, présenté en RCP sein. Deuxième cas de figure, cancer de l'ovaire, hors tumeur rare. Rebelote, cancer de l'ovaire, hors tumeur rare. Est-ce que c'est un cancer rare? Ben non, je viens de vous le dire. On va dire qu'il n'a pas moins de 18 ans, donc il n'a pas moins de 18 ans. Est-ce que c'est de la chirurgie complexe? Oui, parce que l'ovaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès que c'est un ovaire qui est opérable, c'est considéré comme du complexe. Donc, il y a des mentions B en chirurgie gynéco. Et là, d'emblée, la femme doit être présentée dans une ERCP de recours chirurgical complexe en gynéco. Donc, ça veut dire que si dans votre territoire, dans votre 3C, il n'y a pas de RCP de recours chirurgical complexe gynéco et que vous avez face à vous une patiente qui a un cancer de l'ovaire opérable, alors vous devez la présenter d'emblée dans une ERCP ailleurs, dans une autre ville, dans un autre 3C. On continue. J'ai pris un autre exemple, œsophage non opérable. Un patient qui a un cancer de l'œsophage non opérable, c'est un patient d'emblée d'un stade très avancé, métastatique. Est-ce que c'est un cancer rare? Ce patient n'est pas un cancer rare. Il n'a pas moins de 18 ans. Est-ce que c'est une chirurgie complexe? Alors, l'œsophage, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des chirurgies complexes. Il y a des mentions B en chirurgie digestive. Donc, je devrais le mettre en chirurgie complexe. Mais je viens de vous préciser que c'est un patient qui, de toute façon, ne sera pas opéré. Donc, on peut le présenter dans une RCP standard. Là, c'est vraiment au choix du professionnel. S'il y a un doute, il vaut mieux l'adresser à la RCP de recours chirurgical complexe, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de doute et que vous, en tant que médecin, lorsque vous voyez le patient et lorsque vous faites sa consultation pré-RCP, eh bien oui, vous allez décider de se dire, ce patient-là, jamais de la vie, on va l'opérer. Donc, ce n'est pas la peine d'aller le présenter dans une RCP de recours chirurgical complexe. Voilà, j'insiste, c'est là qu'on y reviendra tout à l'heure, mais on parle bien de RCP de recours chirurgical complexe et pas de RCP de recours classique. On continue. Là, j'ai un cancer de vessie sur une zone irradiée. Je pense que vous avez compris le principe. Cancer rare, non. Moins de 18 ans, non. Chirurgie complexe, oui. La mention B a l'urologie des chirurgies a une mention B. Et on l'a dit tout à l'heure, une zone irradiée, c'est du complexe.
Donc, si vous avez un patient qui vient pour un cancer de vessie, il y a déjà une zone irradiée, d'emblée, vous devez le présenter en RCP de recours chirurgical complexe. Cas suivant, cancer rare du péritoine. Bon, bah là, pas de surprise. Est-ce que c'est un cancer rare? Oui. Alors d'emblée, je le présente en RCP cancer rare du péritoine. Et donc, je regarde dans l'annuaire sur le site OncoPL où est la RCP cancer rare péritoine de ma région. Ça, c'est important de pouvoir l'inscrire d'emblée dans ce genre de RCP. Cas suivant, cancer de l'enfant. Ben voilà, vous avez capté le principe. Est-ce que c'est un cancer rare? Non. Est-ce que c'est à moins de 18 ans? Oui. Alors, je l'inscris en RCP pédiatrique interrégional. Et pareil, je regarde sur l'annuaire des RCP où ont lieu ces RCP. Alors, pour notre région, pour notre interrégion Gosse, les RCP pédiatriques interrégionales, il y en a 2. Elles sont toutes les 2 portées par le CHU d'Angers et elles sont donc référencées dans l'annuaire OncoPL. Alors, je ne vais pas continuer comme ça tout l'après-midi, mais quelques petites particularités. Les cancers chez les enfants 15-18 ans, petite spécificité, ils doivent être présentés en RCP de pédiatrie, RCP PI, mais avec aussi un avis d'oncologue adulte. Soit cet avis est donné pendant la RCP, ça veut dire qu'en RCP PI, il y a un oncologue adulte qui est présent et qui donne un avis, soit c'est un avis qui peut être récupéré en amont de la RCP. Et à l'inverse, pour les cancers chez les 18-25 ans, alors ce sont des patients qui doivent être présentés en RCP adulte et avoir un avis oncopédiatrique en amont de la RCP. Tout ce que je vous dis, évidemment, c'est du standard. Il y a toujours des cas particuliers. On est d'accord qu'un jeune qui a été suivi par des pédiatres pendant des années et qui a 18 ans et 3 mois, peut-être que si vous allez le représenter en RCP, vous allez continuer à le présenter en RCPI. Mais si c'est dans le cas de figure un jeune qui arrive en consultation et qui a 18 ans et c'est la première fois que vous le voyez, c'est un adulte. Il doit être présenté dans une RCP d'adulte, mais parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle la communauté AJA, c'est-à-dire adolescents, jeunes adultes, les 15-25 ans. Il doit y avoir un avis oncopédiatrique. On continue avec les demandes d'avis biologie moléculaire. Je vous ai parlé tout à l'heure des RCP compétences rares. Alors oui, dans notre région, on a des RCP de biologie moléculaire qui existent et vous avez le droit d'inscrire vos dossiers en RCP de compétences de biologie moléculaire. Par contre, c'est dans un second temps. En premier temps, on présente son dossier en RCP d'organes. On va présenter son dossier en RCP d'urologie, de gynécologie, de digestif. Et c'est dans un second temps, si on a besoin d'avoir une particularité sur la prise en charge et notamment un avis biologie moléculaire, alors on va inscrire le patient en RCP compétences rares de biologie moléculaire. Et on commence toujours par présenter son dossier dans une RCP d'organes. Pour la prise en charge de la douleur, ça va s'appeler des staff. Staff douleur pour la cancérologie, tout à fait possible, qui se présenteront qui seront dans l'annuaire OncoPL, qui seront dans le DCC. Mais par contre, on est d'accord que c'est un deuxième temps, puisqu'on commence par présenter son dossier dans une RCP d'organes. Et ensuite, s'il y a besoin d'avoir une prise en charge spécifique sur la douleur, on peut le présenter en staff douleur. Pareil pour l'onco, j'en parlais tout à l'heure. Le patient qui a été présenté en RCP digestive, dans laquelle on a beaucoup de dossiers, on a fait les séquences comme il faut, chimio, radiothérapie, mais qu'on veut peut-être préciser quelque chose sur un protocole de chimio, alors le dossier sera présenté dans un deuxième temps, dans le staff oncologie générale, oncologie médicale, ils ont plein de noms spéciaux. C'est aussi des staffs NIM-Ling, quand on veut revoir un traitement par exemple. Alors là, ce sont des staffs onco qui seront dans notre annuaire, qui seront dans le DCC, mais qui ne s'appellent pas RCP en tant que tel. Alors, pour terminer sur ce petit chapitre, j'ai une petite précision sémantique à apporter, parce que je sais que le mot recours pose problème pour certains. Donc, je vais essayer d'être très lente, et j'espère que ce sera clair. Lorsqu'on est face à un patient qui nécessite un passage en RCP de recours chirurgical complexe, on vient de le dire, que ce soit pour le DIGE, pour le thorax, pour l'ERL, pour l'uro ou pour la gynéco, qui sont les 5 spécialités dans lesquelles on a de la mention B en gradation des soins et dans lesquelles on a donc potentiellement des RCP de recours chirurgical complexe. Et lorsqu'on sait que le patient, il est opérable, alors on ne se pose pas de questions et d'emblée, ce patient doit être adressé à cette RCP de recours chirurgical complexe. En fait, l'idéal, c'est ça. C'est qu'on ne devrait même pas le faire passer par une RCP standard. C'est-à-dire, pas de se dire « Ah, cette femme, elle a un cancer de l'ovaire opérable, je vais la présenter dans ma RCP gynéco de mon 3C, qui n'est une RCP standard, et après, je l'enverrai en RCP
recours chirurgical complexe. Non, il faut le faire d'emblée. Par contre, il y a un autre cas de figure qu'on appelle le recours, généralement, quand on est en prise en charge de recours, lorsqu'on a un patient face à nous qui nécessite une prise en charge complexe, nécessitant un recours. C'est-à-dire, c'est un patient avec une situation compliquée, qui va peut-être pas être... Là, je ne parle pas que de la chirurgie, ça peut être de la chimio ou de la radiothérapie, qui a déjà eu plusieurs protocoles de chimio, qui a des effets secondaires particuliers, on ne sait pas trop comment l'adresser, ou même pour des prises en charge qu'on ne fait pas au sein de l'établissement. On se dit, tiens, ça, nous, on ne le fait pas chez nous, on va l'adresser en recours, parce que ça, c'est le mot que vous utilisez, on va dire classiquement en RCP. Alors là, évidemment, vous pourrez l'adresser d'emblée ou dans un second temps, à une RCP d'un centre régional, d'un autre centre. Donc, distinguez bien la notion de recours, qui est le mot français qui dit bah, j'ai recours à quelqu'un d'autre. C'est un patient qui a une situation compliquée, qui a une pathologie que nous, on ne traite pas chez nous, qui a un cancer rare. Alors, en recours, je l'envoie à Nantes ou à Angers, au CHU ou au lycéo, par exemple. Alors que la première partie de la diapo, c'est bien le recours chirurgical complexe, où là, je me pose la question de est-ce que ça fait partie des 5 organes dits thorax, ORL, urogynéco, et est-ce que c'est de la chirurgie complexe? Oui. Alors, dans ces cas-là, je ne me pose même pas la question, je l'envoie à la RCP de recours chirurgical complexe. Bon, je m'arrête 2 secondes parce qu'il y a peut-être des questions quand même là. Si vous n'en avez pas, c'est que soit je vous ai perdu depuis 10 minutes, soit vraiment c'est méga clair. Pour les questions, vous pouvez poser dans le chat si vous voulez, ou vous pouvez lever la main, la petite main qui est sur le petit module. Quid des cancers de l'enfant? Ah bah oui, c'est une bonne question. Alors, je reviens en arrière. Bah, je pense que vu le schéma qui a été posé par l'INCa, c'est que soit vous avez des réseaux tumeurs de l'enfant, et dans ces cas-là, ils doivent être mis en priorité comme pour l'adulte dans ces réseaux tumeurs de l'enfant. Et s'il n'y a pas de tumeur rare de l'enfant, alors il faut les présenter en RCP pédiatrique. En tout cas, c'est comme ça que je présente le référentiel. Ça dépend vraiment pour moi, les 17 réseaux nationaux de l'INCa, ce sont des réseaux nationaux adultes, mais là je ne sais pas s'il y a des pédiatres dans la salle, il y a peut-être en ce moment des labellisations de réseaux de tumeurs rares pédiatriques. Alors, je crois qu'il y a une main levée. Monsieur Miralier. Alors, en endocrinologie des médecins nucléaires, pas l'intérêt. Alors, oui, alors ça, c'est une très bonne question. On a fait remonter ça à l'INCa, parce qu'effectivement, ce travail qui a été fait, pourtant dans le groupe de travail, il y avait toutes les spécialités. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, c'est des dénominateurs communs, on va dire. Nous, on pense qu'il faut que la Société savante d'endocrino fasse remonter cette information en remplaçant les radiothérapeutes par des médecins nucléaires. Je pense que c'est ce qui est le plus logique. Mais ça, il faut qu'il y ait vraiment une proposition de la Société savante, des sociétés savantes d'endocrino pour faire remonter à l'INCa. Parce que ça, nous, au niveau des réseaux, on l'a fait remonter au niveau de l'INCa. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de modification. Simplement, il y aura certainement des avenants. Là, ils ont vraiment fait des référentiels qui sont, vous voyez, très standards. Et je pense que pour certaines spécialités, ça ne va pas correspondre. Alors, je vous ai déjà dit pour les hématos, ça a déjà été évidemment contrebalancé puisqu'il n'y a pas de chirurgien. Mais par contre, je pense que pour les endocrinos, une évidence, ce serait de remplacer les radiothérapeutes par des médecins nucléaires. En attendant, c'est la pratique. Donc, on ne va pas vous demander de tout modifier, mais ce serait bien qu'il y ait quand même un courrier des sociétés françaises d'endocrino vers l'INCa pour faire cet état de fait et qu'il y ait des avenants à leur référentiel. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Donc ça, alors là, on a fait, on va dire, le plus pratico-pratique. Là, on va maintenant rentrer dans la partie lisibilité de l'organisation des RCP. On rentre dans une spécificité Pays de la Loire. Je vous ai beaucoup parlé depuis le début de cet après-midi des autorisations mention A et mention B. Vous savez que les autorisations, elles sont données aux établissements A, B, C. Donc, il y a des établissements qui sont A pour certains organes, B pour d'autres organes, et puis on a des centres qui sont mention C pour l'enfant. Les RCP en Pays de la Loire, elles sont portées, alors elles sont labellisées par OncoPL, mais elles sont portées par les 3C. Les 3C qui sont les centres de coordination de cancérologie. Et je remercie tous les 3C qui sont présents aujourd'hui. Je crois qu'on a
pratiquement tous les 3C présents cet après-midi. C'est eux qui sont la cheville ouvrière de l'organisation des RCP. Les RCP, on est d'accord, elles sont pilotées par un médecin responsable. Dans la RCP, ce sont des médecins qui sont présents, qui présentent les dossiers, qui ont inscrit leurs dossiers, etc. Les 3C, leur travail, c'est vraiment tout le fonctionnement organisationnel autour et le lien avec OncoPL. C'est les 3C qui vont planifier les dates, qui vont identifier les nouveaux professionnels qui auraient besoin d'un compte dans le DCC, qui vont s'assurer que les émargements ont été renseignés, qui vont nous demander des créations de comptes pour le DCC, qui vont faire le lien avec OncoPL quand il y a des nouvelles RCP à créer. Donc vraiment, le 3C, c'est celui qui est un petit peu cheville ouvrière dans l'ombre de ces RCP. On est bien d'accord que les 3C ne font pas de secrétariat en tant que tel. Ce n'est pas leur rôle d'être dans les RCP. Il n'y a pas de secrétaire 3C qui assiste au RCP. Ça, c'est le rôle des médecins qui sont présents. Et souvent, vous vous organisez avec un responsable de RCP. Et parfois, il y a un médecin qui prend le rôle de secrétaire pour passer l'imagerie ou prendre des notes. Et vous vous appuyez sur le DCC. Mais par contre, toute la planification et la gestion entre la RCP, l'organisation, et nous, OncoPL, c'est porté par les 3C. Et ça, cette organisation, elle est satisfaisante. On ne veut pas la détricoter. On veut maintenir ce niveau de qualité des RCP et on veut vraiment garder cet équilibre entre le respect de la réglementation que je viens de vous présenter et le respect des contraintes régionales et locales. Je rappelle quand même, si c'était nécessaire, que l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on présente en RCP au meilleur moment et de la meilleure façon possible le dossier de tous les patients pour obtenir une proposition thérapeutique optimale. C'est quand même ça le but. D'accord. Alors, juste pour rappel, dans notre région, on a 9 3C qui sont dans des départements différents ou dans des territoires différents et qui portent chacun un certain nombre de RCP. Ce sont les 3C donc, qui vont être à la manœuvre de l'organisation des RCP qu'ils portent. Ces RCP, elles sont portées par le 3C, mais parfois, elles ne sont pas faites dans l'établissement porteur du 3C. Je prends un exemple avec l'ICO, parce que là, je vois Sandrine et Olivier juste dans mon viseur. L'ICO, qui a une antenne à Nantes et une antenne à Angers, vous êtes un 3C, vous portez au total 17 et 6, 23 RCP, mais sur ces 23 RCP, elles ne se font pas toutes dans les locaux de l'ICO. Il y a des RCP qui ont lieu à Jules Verne, des RCP qui ont lieu à Santé Atlantique, des RCP qui ont lieu à la clinique urologique Atlantis, mais ce sont bien des RCP qui sont organisés par votre 3C, et c'est le secrétariat de votre 3C, notamment Anita Guillemard pour Nantes et puis Amélie Boidron pour Angers, qui vont vous aider et qui vont nous aider, nous, OncoPL, pour planifier les dates, pour identifier les nouveaux comptes de DCC, etc. Donc, il faut vraiment dissocier le côté organisationnel du côté réalisation de la RCP. Et ce que l'on sait, c'est que dans le cadre du nouveau référentiel INCA, on a une obligation nouvelle qui est d'avoir une convention de RCP. Donc ça, c'est ce qu'on a voté en Assemblée générale il n'y a pas très longtemps. L'idée, c'était soit de faire une convention par RCP, donc c'était un truc, une usine à gaz avec des documents à signer dans tous les sens et que tous les établissements signent tous les documents. Soit faire un entre-deux. Et on a décidé de faire cet entre-deux avec une convention générique qui est en fait une délégation du portage des RCP au 3C. Et là, vont signer cette convention les établissements du 3C. Donc, par exemple, je reprends l'ICO puisque je vous ai en face de moi. L'ICO, mais aussi les établissements membres de votre 3C, comme Santé Atlantique, comme Jules Verne, comme, je crois, Bretéché, la clinique urologique. Et puis, pour ce qui est de Angers, il y a la clinique de la Loire et l'hôpital de Cholet. Ces établissements-là vont signer une convention unique, qui est une convention socle, de portage, de délégation du portage des RCP à votre 3C. Et en parallèle, il va y avoir une fiche d'identité par RCP, comme on le fait avant. On le faisait avant déjà. Cette fiche d'identification, par contre, la particularité, c'est que c'est justement dans cette fiche qu'on va clairement identifier si c'est une RCP standard ou une RCP de recours chirurgical complexe ou une RCP de cancer rare. Ça, c'est nouveau. C'est ça qu'on va faire maintenant. Et cette fiche RCP d'identification, elle sera co-signée par le responsable 3C, qui aura la délégation de signature des établissements, et surtout le responsable RCP. Avant, le responsable RCP, il ne signait pas vraiment cette fiche d'identification. Il remplissait la fiche, il la transmettait à son 3C, et nous, en OncoPL, on l'intégrait dans le DCC, dans l'annuaire. Mais là, on va demander au responsable 3C de signer cette fiche. Alors, la fiche, alors la convention, voilà. La fiche, la voilà. Alors,
Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà vu passer, parce qu'on les a toutes adressées au 3C il y a 15 jours. Donc, certains d'entre vous les ont déjà vus passer, mais on va en vérifier quelques-unes en exemple. Mais c'est une fiche recto-verso avec une première partie qui décrit bien la RCP. Et là, on a déjà pré-rempli toutes les fiches pour vous. C'est-à-dire qu'en COPL a rempli les 104 fiches d'identité avec le nom de la RCP, le nom du responsable, les noms des suppléants, le jour, l'horaire. On a pris tout ce qui était déjà disponible dans l'annuaire pour que ce soit déjà fait. Et là, on va vous demander de préciser ici le type de RCP. Est-ce que ça reste une RCP standard? Parce que finalement, vous êtes un établissement qui a une mention A, vous n'avez pas de mention B et vous restez tel quel. Donc voilà. Ou alors, vous allez avoir du recours parce que vous avez un établissement qui a la mention B et donc vous allez préciser l'établissement qui a la mention B et vous allez dire que vous voulez du recours chirurgical complexe. Ou alors, vous êtes un établissement appartenant à un réseau de tumeurs rares et vous allez nous préciser pour qu'on puisse vous renseigner dans les réseaux de cancers rares. Donc ça, c'est des choses à renseigner. On va en profiter aussi pour faire un peu de propre aussi dans notre annuaire et vous demander de renseigner en plus, si c'est possible, les référentiels que vous utilisez le plus fréquemment dans cette RCP. On l'a déjà demandé plusieurs fois, mais c'est vrai que parfois on fait des campagnes un peu en dehors. Là, on en profite, on fait vraiment une mise au propre de l'annuaire. Donc, n'hésitez pas à nous dire les principaux référentiels que vous utilisez pour votre RCP. N'hésitez pas aussi, on en a parlé tout à l'heure, à nous dire si dans votre RCP, vous prenez en charge parfois des agents. Ce n'est pas le cas partout, mais si c'est fréquent, si ça vous arrive, n'hésitez pas à nous le signaler parce que c'est important qu'on le sache. Et enfin, on a construit un petit carré ici de modalités d'organisation. Alors ça, c'est important à renseigner. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est important à renseigner parce qu'on a mis quelques particularités dans le DCC, notamment une demande qui nous a été faite par plusieurs d'entre vous sur le nombre de dossiers maximum à inscrire en RCP et le délai d'inscription maximum. Alors avant, il n'y avait pas de nombre de dossiers maximum. On pouvait inscrire 150 dossiers si on voulait. Et le soir de la RCP, le responsable RCP me disait « Ouh là là, on ne va jamais pouvoir tous les traiter ». Donc là, on a une case à cocher dans lequel vous, les responsables RCP, vous pourrez nous dire maximum 50 dossiers. Et nous, on le rentrera dans le DCC. Et ça veut dire qu'à 50 dossiers, la personne qui inscrira le 51e dossier, elle ne pourra pas l'inscrire. Automatiquement, ça lui dira d'aller l'inscrire pour la session d'après. Évidemment, les responsables RCP, vous aurez la possibilité, le jour même, de lever ce blocage si jamais c'était une urgence. Vous savez qu'on fait en sorte que s'il y a une urgence, vous puissiez le faire. Mais au moins, ça vous évitera d'avoir des RCP avec 90 dossiers si vous ne le souhaitez pas. Donc là, vous avez la possibilité de mettre des petits messages. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que ça, ce qui sera écrit dans ce cadre-là, c'est ce que nous, on affichera dans le DCC, dans le message au médecin. Donc, il faut que ce soit quand même concis. Et enfin, évidemment, dernière particularité, ça c'est la nouveauté, ce sera assigné, à co-signer par le responsable RCP et par le responsable 3C. Donc, si vous avez une RCP actuelle, qui est une RCP classique, et que vous souhaitez qu'elle devienne RCP de recours chirurgical complexe, il va falloir remplir ici que vous avez la mention B, ici les référentiels que vous utilisez, ici le cas échéant, ce que vous voulez comme petit commentaire, et là, il faudra la signature du responsable 3C et la signature du responsable RCP. Je vais passer la parole. Attends, je vais dire le message de Catherine à haute voix. Si on bloque à 48 heures avant pour l'inscription, cela bloque aussi pour ceux qui veulent inscrire. Peut-être que Mathilde, tu peux répondre, c'est une question plus DCC. J'ai pas très bien compris. Si tu bloques avant pour inscription, cela bloque aussi pour ceux qui veulent inscrire. C'est-à-dire, si par exemple, par exemple, il y a 40 dossiers limités, si tu es le 41e, c'est Non, 48 heures, Mathilde. Oui, mais du coup, je Ça comprends veut dire que si on dit, parce qu'on a dit, il y a un délai maximum, tu sais, dans le case délai d'inscription avant RCP. Donc, si on a une case où on peut noter, non, là, ce sera juste une information. Il n'y a pas de case bloquante là-dessus, je crois. Non, il n'y a pas de case bloquante. C'est juste une information. Ok, c'était juste pour savoir en fait. Voilà. Non, c'est que pour le nombre de de dossiers. dossiers. Là, il n'y a pas de case bloquante sur une durée. D'accord, merci. Et je vois qu'il y a une main levée du 3C Vendée. Au niveau du quorum, est-ce qu'il faut préciser les médecins qui interviendront? Non, alors vous avez vu, là, j'ai écrit, justement, c'est l'intérêt de... On ne voulait pas que ce soit trop compliqué quand même. On sait que ça fonctionne bien et on ne voulait pas tout détricoter. Donc là, vous voyez, j'ai écrit quorum
conforme à la convention générique, puisque ce que je vous ai passé rapidement, c'est que cette fiche d'identification, elle sera en lien avec une convention générique dans laquelle on aura le quorum que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous écriviez simplement que votre RCP, elle est conforme. Voilà, on vous fait confiance. On n'est pas là de dire, notre RCP gynéco, elle est conforme au quorum qui est dans la convention. On ne va pas vous demander d'aller mettre les noms des médecins parce qu'on sait que ça change. Donc après, dans le DCC, comme maintenant, on aura les noms des médecins et on saura faire éventuellement les 3C pourront faire des audits éventuellement, mais comme aujourd'hui, ça ne change rien. On ne va pas vous demander d'aller mettre les noms des médecins parce que c'est un peu compliqué, ça change tout le temps. Là, on a juste le fait qu'il y ait une signature ici du responsable 3C et du responsable RCP, c'est quelque part vous engager le fait de dire je fais une RCP de gynéco, je m'assure en tant que responsable 3C et en tant que responsable RCP que les médecins qui font le quorum, ce sont les médecins qui doivent être dans le quorum, c'est-à-dire un oncologue, un radiothérapeute et un chirurgien. Mais on ne vous demande pas des noms ni rien. La seule chose qui est demandée, c'est de bien préciser qu'il y a un établissement mention B parmi les établissements qui sont présents dans cette RCP. D'accord, merci. Merci. Alors, je vais laisser la parole à... Alors, non, ça juste avant de passer la parole à Mélodie, ça, c'est pour vous informer que ces fiches-là, donc ce que je viens de vous montrer, elles ont toutes été pré-remplies par OncoPL. On les a adressées au 3C à la mi-novembre 2025, donc il n'y a pas très longtemps. Et on a demandé aux responsables 3C, en lien étroit avec les responsables RCP, de les compléter, ces fiches, comme je viens de vous le montrer. Je vous montrerai quelques exemples après. De les compléter, de les signer et de nous les retourner avant la mi-janvier 2026 pour que nous, en COPL, on puisse, fin janvier, début février, remettre à plat l'annuaire, remettre à plat le DCC et que dès la mi-février, vous ayez tout opérationnel, c'est-à-dire le DCC et l'annuaire. Alors, je vais passer maintenant la parole à Mélodie qui va vous insister sur ce processus de mise à jour de l'annuaire des RCP. Donc bonjour à tous. Donc du coup pour le processus de la mise à jour de l'annuaire, la première étape, ça a été la première étape, c'est la remise à zéro des RCP. L'objectif étant de respecter donc le nouveau fonctionnement des RCP et les nouvelles dénominations qui ont été définies par le référentiel ANCA. Donc, comme vous l'a dit Fabienne juste avant, on a envoyé mi-novembre donc les fiches d'identification RCP staff pré-remplies. Donc, ces fiches, du coup, doivent être vérifiées et complétées par le responsable RCP et par le responsable 3C, selon donc, plusieurs cas de figure, à savoir, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais les RCP de biologie moléculaire et d'oncogénétique vont devenir donc des RCP de compétences rares. Les RCP transverses vont devenir des staffs. Les RCP tumeurs rares sont uniquement pour les établissements membres d'un réseau national de tumeurs rares. On les a cités tout à l'heure. Et les RCP actuels donc, vont pouvoir devenir des RCP de concours chirurgie complexe, mais seulement si un établissement rattaché au 3C a la mention B, enfin au moins un établissement. Du coup, il y aura deux options. La première, la RCP existante va devenir à la fois une RCP standard et une RCP de recours chirurgie complexe. Dans ce cas, sur la fiche d'identification que vous a montré Fabienne tout à l'heure, il faudra cocher les deux cases correspondantes et lister du coup les établissements du 3C qui ont la mention B. Et la deuxième option, c'est que la RCP existante va rester une RCP standard, mais par contre, on va pouvoir créer une nouvelle RCP de recours chirurgie complexe. Et là, il va falloir compléter une nouvelle fiche d'identification et lister également les établissements du 3C qui ont la mention B. Voilà, si besoin, il faudra également compléter donc, les zones référentielles, population cible et modalités d'organisation de la RCP. Donc, par exemple, on a parlé des spécificités tout à l'heure, comme la limite du nombre de dossiers inscrits en RCP. Et donc, ces fiches d'identification, modifiées ou non, devront être donc signées par le responsable 3C et le responsable RCP et retournées donc avant le 19 janvier. Et pour ce qui est des nouvelles fiches d'identification, donc celles pour les RCP qui seront créées, il faudra qu'elles soient signées également par le responsable 3C et le responsable RCP, mais aussi par le comité restreint pour Angers et Nantes, et retournées également avant le 19 janvier 2026. Diapo suivante. Ensuite, une fois donc, que les RCP seront toutes mises à jour, on va reprendre le processus classique donc, pour la création et la modification des RCP, mais avec quelques petits changements tout de même, puisqu'avant, on avait une seule et même fiche pour la création et la modification de RCP. Maintenant, on en aura deux.
Donc, pour la création d'une RCP, il faudra compléter la fiche d'identification RCP Staff. Et la nouveauté, c'est donc la signature du responsable RCP qui sera obligatoire. La signature du responsable 3C et du comité restreint, donc toujours pour Nantes et Angers, sera toujours requise. Et vous aurez un petit document en annexe avec les étapes pour vous aider à compléter cette fiche. Ensuite, pour la modification d'une RCP, il y aura une déclaration de modification qui sera complétée. Comme la fiche d'identification, il faudra qu'elle soit signée par le responsable RCP, toujours par le responsable 3C, et vous aurez aussi un petit document en annexe qui pourra vous aider à la compléter. Voilà. Ensuite, suite à toutes ces mises à jour, on a également changé, il va y avoir un nouvel annuaire RCP. Donc, l'annuaire RCP que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc, du coup, forcément, il va changer, il va évoluer. Du coup, l'annuaire des RCP, là, vous avez l'annuaire des RCP tel qu'il est aujourd'hui sur le site. L'annuaire des RCP, donc après la mise à jour, avec les fiches d'identification qui nous auront été retournées. Donc, ce qui va changer dans un premier temps, c'est maintenant les RCP vont être répertoriés par 3C. Donc, du coup, les titres des pages annuaires vont changer. Ce sera plus comité restreint, mais RCP porté par le 3CCHU Nantes, là, par exemple. On a donc supprimé la colonne 3C et la colonne outils pour retrouver du coup les typologies de RCP, ce qui permettra de savoir si la RCP est une RCP de standard et ou une RCP de recours chirurgie complexe. Ensuite, les RCP transverses deviennent donc des staffs. On a supprimé également la colonne outils. Voilà. Et on a également intégré les deux nouvelles typologies de RCP, donc à savoir les RCP de cancer rare et les RCP de compétences rares. Voilà, si vous avez des questions. Merci Mélodie. Alors, c'est un petit peu petit sur l'écran, mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'on va se servir de tout ce que vous allez nous remonter pour mettre à jour les annuaires. Et effectivement, il y a deux étapes. Il y a l'étape, comme a dit Mélodie, la mise à zéro, la DRCP, les fameuses 104 qu'on est en train de remettre à zéro. Et après, dans l'avenir, toutes les nouvelles RCP qui pourront apparaître, donc avec les créations ou les modifications. On ne l'a pas redit, mais les modifications, vous avez l'habitude, en tout cas les 3C ont l'habitude, c'est quand il y a un changement de responsable, des changements de suppléants, un changement de lieu ou d'horaire. C'est très limité, quoi. Les créations, c'est vraiment lorsqu'on dit je vais avoir une nouvelle RCP gynéco ou une nouvelle RCP biologie moléculaire. Donc c'est ça la distinction entre les deux. En tout cas, voilà, vous aurez ces documents qui seront sur le site. Là, aujourd'hui, on se concentre sur la mise à zéro de l'annuaire. Et puis, c'est dans les mois à venir, quand il y aura des nouvelles RCP, vous aurez tous les documents. On vous a préparé quelques petits exemples pour que ce soit plus concret. Alors, on a pris des fiches que nous vous avons déjà adressées. Alors, pour ceux que ça concerne, c'est bien, vous allez revoir ce sera fait comme ça en direct. Premier exemple, c'est la RCP Saint-Gynéco de Saint-Nazaire. Donc, c'est la RCP Saint-Gynéco numéro 34. Donc, ici, on a pré-rempli donc le titre de la RCP, le nom du responsable, le nom des responsables des suppléants. Donc, c'est le jeudi, une semaine sur deux, la semaine paire, etc. Le lieu, la salle, tout ça, c'est rempli. Et aujourd'hui, c'est une RCP classique, donc standard. La question à se poser, c'est comment va évoluer cette RCP? Est-ce qu'elle reste telle qu'elle ou est-ce qu'elle va devenir une RCP aussi de recours chirurgical complexe? Alors, on regarde ce qu'il en est du 3C Saint-Nazaire. Le 3C Saint-Nazaire, qui est constitué de 3 établissements, l'hôpital de Saint-Nazaire, la clinique mutualiste de l'Estuaire et la polyclinique de l'Europe. Les 3 ont une autorisation gynéco A5, c'est-à-dire standard, mais aucun des 3 n'a une autorisation B5. Donc, il n'y a pas de possibilité de mettre un établissement mention B pour ce 3C. Donc, évidemment, pour la RCP Saint-Gynéco, ça va rester une RCP standard, c'est-à-dire il n'y a pas de RCP de recours chirurgical complexe en gynéco pour Saint-Nazaire, vu la configuration. Sandrine, je vois que tu as levé la main. Oui, juste, comment on sait en fait ça? Alors ça, on le sait parce que les établissements nous l'ont dit. Et surtout, l'ARS, alors peut-être que M. Malidin le dira, mais l'ARS va publier les résultats, je pense, très bientôt. Et nous allons mettre sur le site donc OPL, nous allons mettre sur le site donc OPL dès janvier l'annuaire des autorisations de toute la région. Il faut un tout petit peu de temps pour que ce soit propre,
Mais en tout cas, tous les établissements le savent. Donc là, le rôle du 3C, c'est pour ça que c'est important que ce soit le 3C qui porte. Le rôle du 3C, c'est de se rapprocher des 3 établissements. Donc en gros, le responsable du 3C doit se rapprocher des 3 établissements qui constituent son 3C et leur demander s'il a des autorisations. Donc par exemple, Catherine Igéza qui est dans la salle, qui est la responsable du 3C Saint-Nazaire, elle doit se tourner vers le CH du Mans, la CMLE et l'Europe et dire est-ce qu'on a l'autorisation B5 ? Ça se sait assez vite. Mais par contre, c'est pour ça que c'est important que les 3C se tournent vers les établissements, donc vers les responsables RCP qui eux-mêmes peuvent demander à leurs établissements. Donc c'est pour ça que ça se fait par 3C. Évidemment, c'est plus facile de le savoir quand on est au sein de son propre établissement. Deuxième exemple pour Saint-Nazaire, toujours. Saint-Nazaire ORL. La RP d'ORL numéro 38, elle a lieu actuellement le mardi de 18h à 21h. Elle est RCP classique. Et il se trouve que dans le 3C Saint-Nazaire, la Polyclinique de l'Europe a eu la mention B en ORL. Donc, ils peuvent renseigner sur leur fiche ici, le 3C Saint-Nazaire peut écrire que la Polyclinique de l'Europe a la mention B pour l'ORL et donc va pouvoir cocher RCP de recours et demander une RCP mixte, standard et recours. Alors, pourquoi je dis mixte? Après discussion avec pas mal d'entre vous, parce qu'il y en a déjà pas mal qui ont posé des questions, on l'a dit, il y a 2 possibilités. Soit je fais la même RCP et elle est mixte, à condition évidemment d'avoir le quorum. Ça veut dire qu'il faudra s'assurer que pour cette RCP d'ORL, j'ai bien les 5 spécialités dont on parlait tout à l'heure. Et si on a les 5 spécialités, on a les 3 de base. Donc ça veut dire qu'on peut discuter tous les dossiers, les standards et les recours. Et on peut garder le même créneau horaire et dire ma RCP du mardi soir, eh bien c'est une RCP mixte, standard et recours. On peut aussi faire le choix de la dissocier en disant non, c'est compliqué, les quorums, machin. Je garde la RCP standard le mardi de 18h à 21h et puis le mercredi à 17h, je fais la RCP de recours chirurgie complexe. C'est possible. Attention, parce que ça veut dire que vous allez solliciter vos professionnels 2 fois. Ah, évidemment, peut-être que c'est plus clair et plus lisible, mais vous allez devoir demander à vos chirurgiens de venir 2 fois. Donc, quand c'est possible en nombre de dossiers et en organisation, essayez de privilégier un mode mixte. De toute façon, vous le verrez tout à l'heure avec Mathilde, dans le DCC, on va avoir une case à cocher pour identifier les recours et les pas recours, ce qui vous permettra ensuite de savoir si le dossier qui était recours, il a bien été staffé avec le bon quorum. D'accord ? Mais en tout cas, vous pouvez faire les 2. Les 2 sont possibles. Alors, je continue. J'ai pris l'ICO, justement. Là, je me pose la question de la RCP de tumeur rare gynéco. Donc là, la tumeur rare gynéco, elle existe déjà. La question à se poser, c'est est-ce que l'ICO fait partie du réseau tumeur rare national? Oui, l'ICO, on l'a dit tout à l'heure, fait partie du réseau national tumeur rare, TMRG, TMRO. Et donc, il peut être la RCP cancer rare, tumeur gynéco, tumeur de l'ovaire, référencée dans notre annuaire. Troisième situation, le CHU d'Angers. Quatrième situation, le CHU d'Angers. J'ai repris l'exemple de l'ORL. RCP ORL numéro 57, qui existe déjà. Elle a lieu tous les mardis de 17h30 à 19h30. C'était jusqu'à aujourd'hui une RCP ORL lambda. Et la question se pose de savoir si oui ou non, elle va continuer telle qu'elle ou est-ce qu'elle va devenir recours chirurgical complexe. Alors, petite particularité, parce que le 3C CHU d'Angers porte 2 autorisations, chirurgie et chimio, mais en son sein, dans le 3C CHU d'Angers, qui est constitué du CHU d'Angers, du CH de Saumur et du CH de Haute-Anjou, je n'ai pas d'établissement qui a de la radiothérapie. La radiothérapie, elle est assurée par l'ICO Angers. Donc, ce qu'on demande aussi, alors ça, c'est spécifique à certains établissements, certains 3C notamment, les 3C des CHU et les 3C de la clinique de l'Anjou, c'est d'aller bien noter ici l'établissement qui fait le quorum pour la radiothérapie. C'est important que ce soit visible. Il faut savoir que dans une identification de fiche RCP, on doit pouvoir, tout à l'heure je réponds, il y avait Hélène Naboulet qui posait la question de savoir s'il fallait mettre les noms des médecins qui font le quorum. Non, pas les médecins, mais les établissements. Et c'est important d'identifier très vite, dans une identité de RCP, qu'on a vraiment un quorum. Et là, c'est important de nous dire, oui, la radiothérapie, pour nous, CHU d'Angers, c'est porté par l'ICO. Et par contre, ici, on voit que le CHU d'Angers a l'autorisation B3. Donc, pour répondre à ta question, Sandrine, le 3C CHU d'Angers va interroger les 3 établissements. Avez-vous une autorisation B?
oui, nous, CHU d'Angers, on a l'autorisation B. Et donc, il va savoir qu'il a le droit de faire la RCP de recours chirurgie complexe pour l'ORL. Donc ça, c'est vraiment un aller-retour entre le responsable du 3C et les établissements. C'est bien aussi de passer par les responsables RCP. Les responsables RCP, en général, ils le savent. Si vous avez une question à poser, le responsable RCP, qui est un clinicien de l'établissement en question, il va pouvoir se tourner, soit il le sait d'emblée, soit il peut poser la question à son directeur. Mais encore une fois, au mois de janvier, nous, on va publier sur le site OncoPL un annuaire de toutes les autorisations ABC, puisqu'on a eu l'autorisation de l'ARS de le mettre sur notre site, mais on vous prépare quelque chose de propre et de lisible. Enfin, dernier exemple, là, ça n'a rien à voir avec les autorisations, c'est la compétence rare. On parlait d'oncogénétique tout à l'heure. On a une RCP oncogénétique qui actuellement s'appelle RCP transverse. On va l'appeler RCP compétence rare. On l'a dit, hein, tout ce qui est oncogénétique et biologie moléculaire, ça va devenir des RCP compétences rares et vous les retrouverez dans l'annuaire RCP compétences rares. Voilà pour les petits exemples que je voulais vous donner. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, on ne peut pas faire tous les cas de figure, mais j'espère que ça vous éclaircit un petit peu. De toute façon, encore une fois, on a adressé toutes les fiches mi-novembre. Là, elles sont dans les mains des 3C qui sont censés les naviguer avec les responsables RCP et avec les établissements. On vous a donné jusqu'au 19 janvier. Évidemment, il y avait ce webinaire aujourd'hui qui va peut-être vous éclairer, mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour nous poser des trucs qui ne sont pas clairs. Ne restez pas dans le doute à inventer des trucs, alors qu'en grosso modo, tout est à peu près simple quand même. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous demander ce qu'il faut faire pour mettre dans les cases. Est-ce que là, il y a des questions sur ces petits exemples ou sur... Alors sinon, je continue et je passe la parole du coup à Mathilde, puisqu'évidemment, on a en parallèle fait évoluer le DCC. Donc, ce qu'on veut, c'est vous livrer tout en même temps. On ne voulait pas vous donner par petits bouts. Donc, l'évolution du DCC, elle va arriver mi-février. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'annuaire et les fiches d'identité RCP, tout soit prêt pour le 11 février. Donc, je te laisse la parole à Mathilde. Oui, donc comme l'a dit Fabienne, donc les évolutions du DCC concernant la RCP elles vont arriver dans la version 5.1 du DCC, donc qui sortira le 11 février 2026. Et première modification, ça va concerner le moteur de recherche des RCP. Donc, ce moteur de recherche, on le retrouve à 3 endroits différents dans le DCC. On le retrouve dans Administration, Administrer les RCP. On le retrouve dans Accès RCP, Recherche d'une RCP. Et lors de l'inscription d'un dossier patient RCP. Donc là, je vous ai mis la capture de ce qui existe actuellement, donc la version 5.7 du DCC, avec 3 champs pour la recherche. On a le thème, la ville du 3C et le 3C référent. Et à partir du 11 février, on va avoir un nouveau moteur de recherche avec 2 champs en plus, le champ type de RCP et le champ libellé. Donc, le type de RCP, c'est un champ multicritère, donc qui contient en fait tous les types de RCP, donc standard, recours, etc. À savoir que pour une RCP, par exemple, je prends une RCP digestive qui serait typée standard et recours. Si je suis médecin, que je mets dans type de RCP, RCP standard, je vais bien retrouver cette RCP qui est typée standard et recours. Et inversement, si je fais une recherche que par RCP de recours, je vais bien tomber également sur cette RCP. Donc ça, c'est le premier changement. Deuxième changement très important, c'est l'inscription d'un dossier en RCP. Je vais vous montrer pourquoi il faut bien complétation juste après. Donc lors de l'inscription du dossier en RCP, juste après avoir sélectionné la session de RCP, on a un nouveau champ qui s'appelle dossier de recours. Donc au choix chir complexe ou, ça c'est la diapo d'après, TMSC. Alors là, faites pas attention, c'est écrit aplasiant. On a eu des retours d'hématologues qui nous ont dit que ça ne voulait pas dire grand-chose, donc ça s'appellera TMSC, aplasie prolongée. Donc, bien important de typer le dossier si nécessaire, parce que vous allez le voir donc, juste après diapo suivante. Ça va avoir une incidence sur la session de RCP. Donc là, c'est la capture que vous connaissez déjà. Donc ça, c'est sur l'écran de la liste des dossiers examinés. Et dans l'évolution, on va avoir 2 nouvelles colonnes, dossier de recours chir complexe et dossier de recours TMSC aplasie prolongée. Donc avec des systèmes de oui-non, et ces colonnes sont triables. Donc, ce qui fait que, par exemple, si on a une RCP digestive qui est à la fois standard et à la fois de recours, le responsable RCP peut décider, par exemple, de staffer en premier tous les dossiers de recours. Et donc là, ce sera possible de trier sur tous les dossiers typés oui.
Ce qui est important de savoir aussi, c'est par exemple si un médecin s'est trompé, donc par exemple si docteur Dupont-Martin, il a mal inscrit son patient, il a mis dossier de recours chirurgie complexe non, le responsable RCP pendant la RCP peut venir changer, et inversement. Je vous ai entouré aussi présentation simple dans un souci d'harmonisation. Maintenant, on a des oui, avant il y avait des croix, donc ça c'est minime. Et pareil, vu que les 3 colonnes prennent un peu de place, mais ça je pense pas que ça change grand-chose dans votre pratique, on a la colonne patient et date de naissance qu'on a dû rassembler. Avant, il y avait une colonne patient et une colonne date de naissance. Donc du coup, maintenant, il n'y a plus la place. Mais ce qui est important vraiment, c'est ces 2 champs, dossier de recours et dossier de recours par chair complexe et TMSC aplasie prolongée. Et dernier changement, mais Fabienne vous en a déjà parlé, c'est la limitation du nombre maximum de dossiers, à savoir que c'est planifiable par session de RCP, modifiable à tout moment. Et si par exemple je suis un médecin, je suis dans mon moteur de recherche des RCP, je suis le 41e dossier, enfin, j'inscris le 41e dossier, je vais avoir une pop-up qui va s'afficher au moment de l'inscription qui va m'indiquer que le nombre maximum de dossiers est atteint. Donc ça va me proposer soit de l'inscrire à la RCP de la semaine prochaine, soit de l'inscrire à une autre RCP régionale. Est-ce qu'il y a des questions sur ces évolutions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer la parole à Delphine pour la dernière partie sur les outils qu'on a créés pour vous aider pour maintenir des RCP de qualité. Oui, bonjour. Donc effectivement, une fois que toutes les RCP vont être bien identifiées, reclassées, etc., on souhaitait vous proposer des outils d'aide pour avoir des RCP de bonne qualité. Alors d'abord un peu rappel de contexte. En 2022, on avait remis en place les groupes organes régionaux, c'est-à-dire qu'on avait fait un groupe organe sein, un groupe organe thorax, etc., composé des responsables RCP de chaque organe. Et on a fait des réunions de lancement avec chacun des groupes pour identifier des axes de travail à venir. Et le sujet, un des sujets qui est ressorti dans pratiquement tous les groupes organes, c'était un travail sur les RCP, parce que bon, même si on a vu qu'effectivement, globalement, ça fonctionne bien, les professionnels avaient comme une impression de glissement dans les pratiques, avec de plus en plus de dossiers, de moins en moins de médecins présents, parfois une difficulté à maintenir une organisation rigoureuse et homogène. Donc, de là est sorti le projet RCP-VAL, dont l'objectif principal était de maintenir un haut niveau de qualité des RCP dans la région. Donc pour ça, on a mis en place un groupe de travail multidisciplinaire avec des responsables RCP, des responsables 3C de différentes spécialités. La première étape a été de faire un état des lieux des organisations des RCP dans la région pour voir effectivement comment ça se passe actuellement et pour pouvoir nous aider ensuite à construire des outils d'aide pour améliorer les pratiques. Alors évidemment, comme vous l'avez vu dès le début, que Fabienne vous l'a bien présenté, en 2022-2023, il y a eu les nouvelles autorisations, le référentiel INCA. Donc, bien évidemment, ce projet RCP-VAL doit aussi intégrer ces nouveaux textes. Alors, je vais vous faire un petit point sur l'état des lieux. Donc, la méthodologie, assez classique. On a fait d'abord une enquête auprès de l'ensemble des responsables RCP à qui on a envoyé par mail un auto-questionnaire qui abordait différentes questions sur leur rôle de responsable, l'organisation de leur RCP, comment ils présentaient les dossiers, l'évaluation, et puis à la fin, des questions un peu plus ouvertes sur leur avis et des propositions éventuelles d'amélioration. Et en parallèle, on a été aussi observer en présentiel quelques RCP de la région. Alors, des résultats. Je vous ai présenté là quelques résultats. Le rapport est sorti depuis déjà quelques temps, donc il est disponible sur le site internet OPL. Donc, si vous voulez plus d'infos et de détails, n'hésitez pas à aller le lire. Le questionnaire, donc en termes de participation, il a été envoyé à 82 responsables qui correspondent à 90 RCP. On a eu un peu plus de la moitié de réponses, donc 44 réponses. Alors, en termes de résultats, le temps de préparation pour les responsables RCP était de moins d'1 heure pour le 80% des répondants. Alors, ce temps de préparation, c'est de la saisie des dossiers, relecture de fiches, éventuellement des contacts avec les médecins référents, voilà, des choses comme ça. Pour un peu plus de la moitié, ils avaient quand même des moyens de secrétariat alloués pour les RCP. Alors là, on est plus dans la partie logistique, organisation des plannings, organisation des visioconférences, etc. Alors, la durée moyenne des RCP était d'un peu moins de 2 heures.
avec de 3 à 47 dossiers étudiés. Alors là encore, hein, on est sur les répondants. On sait qu'il y a des RCP où il y a beaucoup plus de dossiers, mais voilà, parmi ceux qui ont répondu, on avait moins de 50 dossiers. Alors le côté très positif pour nous, en tous les cas, c'est que le DCC est vraiment quasiment toujours utilisé, hein, que ce soit pour la liste des inscrits, pour les fiches RCP, pour la saisie de la proposition thérapeutique et pour la liste des présents. Ensuite, pareil, ce qui était bien, c'est que le respect du quorum était assuré dans quasiment toutes les RCP. Au niveau de l'ordre du passage des dossiers, dans la plupart des cas, c'était par ordre des médecins présents et ensuite éventuellement par ordre alphabétique des patients. Alors, la présence du médecin référent, c'était déjà un peu moins parfait, on va dire. 80%, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu faible et ça fait partie des sujets à prendre en compte. Et aussi, l'autre, ce qui est apparu aussi, c'est le manque d'informations sur les fiches. Ce n'est pas toujours bien rempli. En particulier, il peut manquer le G8, le TNM, voire la NAPAT. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec des dossiers qui doivent être reportés au RCP suivant. Donc ça, c'est plus problématique. Ensuite, on avait des questions donc plus ouvertes. On a demandé aux responsables de RCP comment ils voyaient leur rôle et est-ce qu'il fallait des critères pour éventuellement choisir un responsable RCP. Donc, le rôle, pour eux, c'est vraiment, enfin, dans la majorité des cas, c'était un rôle, bon, bien sûr, d'animateur, en fait, hein, c'est ce qui ressort en majorité, et un rôle comme essentiel et fondamental. Par contre, il peut être inconfortable, hein, ce n'est pas toujours évident d'être responsable de RCP, chronophage, et pour certains, pas si intéressant que ça. Bon, c'était à la marge, hein, ça quand même. Et au niveau des critères qui pourraient être définis pour choisir un responsable RCP, on les a classés en savoir-faire et savoir-être. Donc, en savoir-faire, il y avait la compétence dans le domaine de la RCP, hein, bien évidemment, mais aussi des connaissances plus générales en oncologie, de l'ancienneté, enfin de l'expérience plus exactement. Et après, en savoir-être, ben, c'est tout ce qui est motivation, assiduité, bienveillance, diplomatie et volontariat, parce que finalement, déjà, pour certains, d'avoir un volontaire, c'était déjà bien. Donc voilà, donc ça nous donne une idée de ce que doit et ce que est un responsable RCP. Et ensuite, les observations, on a été voir 8 RCP, hein, donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà, ça prend quand même beaucoup de temps, mais ça permettait de voir concrètement comment ça se passe, enfin pour nous hein, qui n'assistons pas. Donc dans celle que j'ai pu voir, bah, effectivement, ça vient conforter un peu ce qui était dans le questionnaire. Hein, le quorum était respecté, le DCC utilisé, projeté en séance. Donc moi, dans celle que j'ai vue, il y avait toujours de l'imagerie et un radiologue. Par contre, effectivement, dans certaines, des reports de cas liés à l'absence de certains éléments, soit d'imagerie, soit de compte-rendu d'anapath. Ensuite, les dossiers inscrits en présentation simple. Alors, effectivement, l'idée des dossiers inscrits en présentation simple, c'est de les passer vite, mais normalement, ils doivent quand même être au moins cités, discutés à minima. Donc, dans certaines, ils ne le sont pas du tout. En fait, ils sont validés à la fin. Donc, pas forcément quand le quorum est encore là. Et puis, évidemment, des différences de pratique liées à l'organe et aux responsables RCP. Mais bon, en conclusion, on a quand même vu que globalement, ce que disait Fabienne au début, c'est que ça marche, ça fonctionne quand même plutôt pas mal dans notre région. Diapo suivante, s'il te plaît. Que les RCP sont bien évidemment incontournables hein, dans la prise en charge des patients, mais qu'on voit qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Donc, des leviers clés d'amélioration, je dirais assez standards, hein, d'harmonisation des pratiques. Alors, évidemment, toutes les RCP ne peuvent pas être les mêmes, mais qui est quand même une base d'harmonisation. Renforcer l'usage des outils régionaux, sécuriser l'organisation et structurer l'évaluation. Là, j'en ai pas parlé, mais il y avait des questions sur l'évaluation et en fait, il y a très peu finalement d'évaluation des pratiques professionnelles qui est faite à ce niveau-là. Et donc, on vous propose, pour garantir l'équité et la qualité des décisions prises au bénéfice des patients, des outils, alors sous forme d'abord d'un guide régional de bonnes pratiques en RCP et d'un flyer synthétique. Donc, je vais vous présenter très rapidement les outils. Donc, d'abord, le guide de bonnes pratiques des RCP. Alors, il est
quasiment fini de rédiger. Il va être envoyé en validation au groupe RCP-VAL et en relecture aux référents des groupes organes. Alors là, c'est vraiment le document socle de référence. Il est complet, il est très précis, il est rédigé, donc c'est à partir du référentiel INCA qu'on a essayé de synthétiser, de simplifier, de rendre plus compréhensible, et également adapté à la région avec des astuces. Par exemple, sur les populations spécifiques, des choses qui se font dans le DCC, etc., donc qui sont vraiment pratico-pratiques dans notre région. Et après, donc il y aura le flyer qu'on a appelé pour l'instant les points clés d'une bonne ERCP. Alors là, on n'a pas encore tout à fait finalisé l'objet. Ce sera les points essentiels résumés et ce sera peut-être plus courant janvier. Donc là, le guide de bonne pratique, voilà, on vous l'a présenté. Il se présente donc avec la couverture habituelle des rapports en COPL. Là, vous avez le sommaire du guide. Donc, on a repris toutes les définitions que vous a présentées Fabienne. Comment créer ou modifier une ERCP. Ensuite, il y a tout un chapitre sur le rôle des différents acteurs, donc le responsable RCP, mais aussi le médecin référent, le 3C, les médecins dans le forum, etc. Ensuite, on a essayé de décortiquer un peu le fonctionnement d'une ERCP, avant, pendant, après. Donc, voilà, ce qu'il faut faire, qui fait quoi, à quel moment. Et enfin, un chapitre sur les populations spécifiques. Donc, justement, les populations sur lesquelles il faut être un peu plus attentif, les AJA, les patients en âge de procréer, les sujets âgés, parce que là, il peut y avoir des choses particulières à faire. Il y a des pop-up sur le DCC. Enfin, voilà, il y a des choses importantes à avoir en tête pour ces populations. Puis enfin, on annexe le quorum, les fiches, etc. Et donc, le flyer, que nous n'avons pas encore finalisé, mais on va retrouver dans ce flyer les incontournables d'une bonne RCP et probablement les points clés vraiment du rôle du responsable RCP et des participants au RCP, en particulier le fait qu'un médecin doit être présent par la RCP ou avoir au moins transmis un minimum d'informations sur le cas s'il ne peut vraiment pas être présent. Voilà, des choses comme ça. Donc, on va travailler ça. Donc, le rapport, il devrait pouvoir être finalisé là avant les vacances et le flyer plutôt après les vacances. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Oui, c'est Thierry qui a levé la main. Oui, je vous ai posé une question. Là, on a évalué donc les RCP standards. Est-ce qu'il est prévu au bout de 3 mois ou 6 mois une évaluation des RCP recours? Ma crainte, ça va vers les pathologistes qui sont parfois requis dans les différentes RCP de recours. Ils sont déjà en général assez submergés. Ils ont déjà du mal à être présents régulièrement. Donc, est-ce que vous les avez sollicités, les pathologistes, pour savoir un peu comment ils vont gérer ça, ces présences multiples dans différentes RCP de recours? Tu dis les anapathes? Non, alors on n'a pas de. Parce que moi, la nôtre, elle s'inquiète énormément de ça. Oui, ben, ça on peut comprendre. Là, malheureusement, nous, on a ce qu'on vous donne là comme information, c'est tout ce qu'il y a sur l'information sur les quorums. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur le fait de pouvoir garder une ERCP mixte, enfin quand c'est possible, de façon à pas surmultiplier les réunions, pour pas que ces spécialités qui sont transverses, on va dire, soient un peu partout. Donc, sa question, en fait, si on prend les RCP thorax, s'il y a 2 dossiers qui sont inscrits recours, sa question est: est-ce qu'elle peut être présente uniquement pour ces 2 dossiers de recours, et est-ce que théoriquement elle est présente pour toutes les RCP? Oui, bien sûr. L'idée, ce n'est pas de dédoubler les RCP, mais c'est de dire qu'il y a un créneau de 1/4 d'heure pour les RCP de recours, par exemple. Tout à fait. En fait, ce que disait Mathilde tout à l'heure sur le DCC, et c'est l'intérêt du petit filtre qu'on a mis dans le DCC, c'est-à-dire en filtrant le dossier recours, tu peux très bien dire s'il y a 2 dossiers recours sur ta RCP mixte, de les passer au début de la réunion, de prévenir la NAPAT qu'elle se connecte de 16h à 16h15, et après elle s'en va. Je veux dire, c'est l'intérêt de. Alors, c'est pour ça qu'on privilégie, ça va dépendre de vos organisations, mais tant que faire se peut, essayez de faire des RCP mixtes et de classer vos dossiers pour faire passer les présentations, enfin les recours avant ou à la fin, et avoir un créneau horaire. Après, le problème, c'est que parfois, alors le responsable RCP, lui, peut savoir, parce qu'il dit, bah, tiens, aujourd'hui, il y a 5 dossiers recours, ou aujourd'hui, il n'y en a pas, et comme ça, il peut aussi prévenir la personne qu'elle n'a pas besoin de se connecter. Mais en tout cas, c'est toujours plus simple que de multiplier les RCP avec des RCP standards d'un côté, des RCP de recours de l'autre, parce que du coup, dans le calendrier, la NAPAT, elle est obligée de se les bloquer à chaque fois.
Non, non, puis pour la plupart des RCP, c'est inutile parce que ça concerne que quelques rares dossiers, à part peut-être en digestif où j'ai l'impression que c'est beaucoup de chirurgie, mais effectivement, c'est peut-être pas la peine de multiplier. Merci Non, beaucoup. mais justement, ça, vous pouvez le faire. Merci. Alors, je crois qu'on a quasiment fini. J'ai une conclusion et après, il y aura des questions si vous voulez. En conclusion de tout cet après-midi, ce qu'on voulait vous faire retenir comme principaux messages, c'est l'évolution des RCP, vous avez compris, avec de nouvelles typologies, dont ces fameuses RCP de recours chirurgical complexe, des quorums renforcés, on vient d'en parler, et une formalisation par convention du portage des RCP par les 3C, donc en laissant vraiment les 3C à la manœuvre de l'organisation de ces RCP. Et nous, en COPEL, en 2026, ce qu'on vous propose, c'est la mise à plat de ces fiches d'identification RCP qu'on a déjà adressées à tout le monde et on attend vos retours pour que tout soit prêt pour la fin janvier, donc signé par les 3C, les responsables RCP. Le guide de bon fonctionnement dont vient de parler Delphine, qui est prêt, on attend juste la validation du groupe RCP Val et on le diffusera aussi en janvier. Un nouvel annuaire du coup des RCP qui sera mis à jour sur notre site web pour février. L'évolution du DCC que vous avez présenté Mathilde, avec le nouvel annuaire intégré, avec les filtres, comme ça vous pourrez retrouver les RCP de recours, les RCP cancer rare, etc. Et la fameuse case dossier recours, qui sera disponible à partir du 11 février. Le flyer synthétique du bon fonctionnement des RCP, on va dire les 10 bonnes pratiques de la RCP qu'on voudrait diffuser largement, parce que le guide, on est bien d'accord, vous n'allez pas tous le lire, ça sera un document socle qui fera référence. Par contre, le petit flyer, on aimerait que ce soit quelque chose qu'on puisse diffuser dans les salles de RCP, auprès de tout le monde. Et il y en aura pour tous, hein, pour le responsable d'un côté et aussi pour les médecins qui participent. Ça, ce sera pareil pour la mi-février. Les conventions de RCP, là, le document à signer, le document majeur, ce sera plutôt mars-avril. Et enfin, ce que vous a présenté Mélodie tout à l'heure, c'est-à-dire là, on remet à zéro les RCP actuels, plus les évolutions des recours s'il y a besoin. Et sinon, ce sera dans l'avenir, comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire les modifications de RCP, etc., etc. Et j'ai fini. Donc, vous avez quand même évidemment la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez, si vous en reste. De toute façon, il y aura le replay et les diapos, bien sûr, seront à votre disposition. Est-ce que ça vous a éclairci ou au contraire embrumé? C'est tout ce que je veux savoir. Ça répond déjà à des interrogations. Merci, Fabienne. Bon, d'accord, c'est déjà ça. Écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, encore une fois, on est là. Hein, on ne l'a pas dit, mais Delphine, que vous avez vu qui présente RCP Val, on l'a nommée responsable du projet RCP en COPL. Voilà, sur les questions RCP, voilà, que vous ayez un interlocuteur direct. Et sinon, bien sûr, il y a toujours Mélodie et Fanny qui est avec nous et qui vont nous aider à remplir toutes ces fiches. On vous remercie de votre présence, de votre écoute, de vos questions. Et on vous laisse vaquer à vos différentes occupations. Et surtout aller en RCP, j'imagine.